Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai commencé à suivre Frédéric Bézi sur YouTube et j'ai trouvé très intéressant ces vidéos qu'il faisait sur Linux. En général, c'est des reviews de distribution Linux, mais en machine virtuelle. Alors en fait, ça m'a donné envie de faire une vidéo, mais cette fois-ci sur Linux from scratch et non en une machine virtuelle, mais le faire actuellement sur en une machine réelle, ou disons si on peut dire directement sur le hardware. Alors, donc premièrement, j'ai eu un petit souci à la première prise de l'enregistrement, c'est-à-dire que la capture d'écran n'avait pas bien fonctionné, donc on se retrouvait avec un bureau tout noir. Donc j'ai déjà pris un peu d'avance. Premièrement, que vous sachiez, je suis sur une Arch Linux. Vous pouvez voir mes paramètres système. Donc j'ai un processeur i5 3570K overclocké à 4,1 GHz. Donc ça avance quand même un peu pour la compilation. C'est un ISO d'install Arch qui date de décembre, hein, parce que bon, pas beaucoup d'intérêt à mettre à jour pour l'installation simple de Linux from scratch. Donc je suis booté sur le Live ISO. J'ai fait un remount du CoSpace, hein, qui correspond à la route partition. Vu que j'ai 16 Go de RAM, j'ai fait un remount avec 15 Go. Donc ce qui me donne une partition route de 15 Go avec 14 Go d'espace libre. Donc qui m'a donné toute la place pour installer le serveur X, les drivers pour ma carte graphique, i3, les fonts, Firefox, les outils de développement. Donc c'est-à-dire screen recorder, donc il faut bien que je commence quelque part. Donc comme j'ai déjà fait, donc j'ai installé Base Devel qui sont les outils de développement sous Arch Linux ainsi que wget. Et là normalement, bon c'est déjà fait, je ne le refais pas, on était prêt pour compiler Linux from scratch. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait ça sur un disque dur actuel. Donc j'ai un de mes disques durs pour Linux qui est dans ce cas-ci SDC. Donc comme vous le voyez, il est configuré en EFI. Vu que j'ai une machine qui est soit en mode BIOS, soit en mode UEFI, donc qui permet de choisir, ce qui est pas mal du tout. Ce qui me permet d'avoir un boot menu où je peux soit aller en UEFI, soit aller en mode BIOS. Donc je m'étais amusé à faire une partition Hackintosh que j'utilise pas du tout, mais bon, que j'ai pas envie non plus de détruire vu que ça m'a quand même pris un petit moment à tout mettre au point. Là j'ai une partition Linux from scratch plus ancienne. Par contre, je voulais d'abord l'utiliser pour faire cette vidéo, mais finalement j'avais pas de programme d'enregistrement de vidéo 7EP. J'avais pas de package manager vu que c'était une installation, j'avais tout fait manuellement. Donc j'ai dit on va plutôt partir avec une ISO Arch, ça va être beaucoup plus rapide à mettre en place. Comme vous le voyez là, l'enregistrement fonctionne, le son fonctionne. J'ai une webcam, mais bon, elle capture à 3 fps, donc j'ai préféré pas la mettre en route, parce que si c'est pour avoir une image qui est complètement laguée avec l'audio, je pense pas que ça vaille la peine. Et donc finalement, la partition SD5 où on va faire cette install Linux from scratch. Donc j'ai déjà créé la partition. J'ai déjà formaté, comme j'ai dit, j'ai pris un peu d'avance. Donc première chose à faire, c'était de créer le mount point pour cette nouvelle partition. Donc comme vous le voyez, elle est montée sur /mnt/lfs, hein, dev sd5. Donc /mnt/lfs, voilà. Et là, j'ai le lfs script. Donc le lfs script, c'est quoi? Donc c'est ça sont le répertoire base qui est en fait la LFS, le répertoire extra qui est la BLFS, donc qui est la Beyond Linux from Scratch, vu que en fait la LFS en gros ça vous donne un système de base avec juste la console qui boot, les commandes de base, mais sans plus, hein. Il n'y a pas de serveur X, en gros vous êtes en mode console, vous vous retrouvez comme quand vous bootez une ISO d'installation de Arch ou de Gentoo par exemple.
Donc la BLFS, ça rajoute le serveur X, ça rajoute les environnements de bureau, ça rajoute les outils, Firefox, Thunderbird, MPV, ainsi de suite. Donc, la première chose à faire, c'est de construire le système temporaire, c'est-à-dire la toolchain ou les outils. Donc, comme je vous disais, en fait, dans cette installation, on utilise un package manager qui s'appelle LFSMe et qu'on peut retrouver sur GitHub, qui a été fait par FSMaxB. Malheureusement, vous voyez, bon là il a fait une petite mise à jour, mais qui apporte pas grand chose, si ce n'est justement qu'il a mis Parallel Make et puis la compression parallèle pour XZ, mais ça moi je l'avais déjà fait. Par contre, il faudrait que je vois comment il a fait le Parallel Make, ça c'est intéressant. Alors on peut aller voir les commits. Vous voyez, CPU Core. Vous voyez, Jobs pour Make. Alors, il rajoute en fait Make Jobs. Ouais, ce qui est intéressant, ce qu'on pourrait aussi modifier. Donc ça, c'est un package manager qui est basé sur des package build à la Arch Linux, donc qui est vraiment très facile, mais qui est très basique. Parallèle X7 compression, ça, moi j'avais déjà fait la modification sur mon fichier LFSMe, hein, vu que c'est un script bash tout simple. Minor fix, ça c'est intéressant de voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il n'y a pas, c'est pas des très très gros changements, hein. Si ce n'est rien du tout. Je vois à peine. Voilà, en gros, il n'a rien changé. Ok, il a fait des petits changements, mais rien qui soit urgent. Donc ça c'est un package manager, c'est ce que j'utilise. Par contre, comme vous voyez, il le dit pour les repos. Alors lui, ça date de 2 ans et 3 ans en arrière, donc vous êtes sur une toute vieille version d'LFS, ce qui n'est pas très intéressante, hein. Par contre, est-ce que l'utilisateur qui a fait des modifications, est-ce que lui, il a un repos plus récent? Ça, on peut vite aller voir son GitHub. Voilà, GitHub. Non, il a rien de spécial. Ah, il a 12 repos. Alors non, il faut qu'on aille voir. LFSMe. Donc il a ça. Ah bah il a les repos LFSMe. Alors ok, il a juste un fork, il a rien du tout. Et puis là, il a rien mis à jour non plus, donc c'est pas très intéressant, hein. Alors, donc c'est basé sur, bon ça c'est la vidéo TGLFI de Frédéric, comme j'ai dit, qui était un peu l'inspiration pour faire cette vidéo. Alors, moi j'ai le paquet base, et alors la base ça correspond à LFS, et donc toolchain qui correspond aux outils. Donc on construit le système temporaire. Donc la première chose à faire, c'est de préparer l'environnement. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris de l'avance vu qu'il y avait eu un problème à l'enregistrement. Donc là je vous montre juste, en gros on définit que la valeur, bon là c'est pas fait évidemment vu que c'est ici,
c'est déjà en train de compiler. Donc on définit LFS et MNT/LFS, donc c'est la partition qu'on a où on va installer LFS. On crée un lien symbolique, on ajoute l'utilisateur LFS et on change l'utilisateur LFS pour ce qui est de LFS Tools. Hein. On l'a aussi fait pour ce répertoire LFS script où on a, parce que sinon, vu qu'on fait tout ça sous l'utilisateur LFS, ça fonctionne pas bien. Ensuite, donc on exécute un 0,1 prepare machin. Ok, bon, on peut le faire d'ailleurs, ça ne change rien, mais c'est déjà fait. Et ensuite, on setup l'environnement. Donc, comme vous voyez, ça setup l'environnement. On fait un simple bash profile, on fait un simple bash rc, on fait des make OPTS, make flags, ainsi de suite. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais abréger ici. Donc, on était sur Binutils Pass 2. Donc ça, je quitte, je quitte, je quitte. Donc, pour ce qui est de make OPTS et make flag, je suis pas sûr si les deux sont pas redondants, mais on laisse comme ça. Pour ce qui est des optimisations GCC, donc ces flags, les flags C++ sont égales aux flags pour C. Donc on voit CXX flags égale C flags. Donc march égale native, donc ça dit à GCC de compiler avec en regardant quel type de processeur on a et d'utiliser ça, donc les instructions natives. Mtune, donc c'est-à-dire le tune, comment dire, les ajustements, c'est aussi pour l'architecture native. O3, donc l'optimisation normale c'est O2. O3 c'est disons l'optimisation top. À ce que j'ai vu, ça ne pose aucun problème avec une LFS. Il y a encore O fast, donc pour O rapide, mais par contre ça m'a posé des problèmes avec Python et avec d'autres paquets. Donc j'ai l'impression que ça pose des problèmes globalement. Donc j'ai préféré rester en O3. Et là il y a encore deux petits flags pipe et from frame pointer, rien de très intéressant, mais soi-disant d'après la wiki de Gentoo, c'est plus ou moins optimal. De toute façon, disons, from frame pointer, ça évite des pointeurs pour du débugage, vu qu'on va pas faire de débugage. Hein. Et là, justement, moi j'ai un CPU quad-core, donc ça veut dire qu'on va faire 5 jobs parallèles lors de la compilation. Hein, d'où le J5. Hein. Donc c'est ce qu'on a vu avant qui a été rajouté dans le script LFSMI. Mais bon, on peut aussi le faire comme ça en exportant tout simplement en exportant la valeur le flag make OPTS ou make flags. Voilà, donc on setup l'environnement. Mais par contre, j'ai fait faux parce que ça, je l'ai fait comme utilisateur root, alors qu'il faut que je le fasse comme utilisateur LFS. Donc SULFS, c'est-à-dire super user LFS, on passe en utilisateur LFS. On est toujours dans le répertoire toolchain. Et donc là, on exporte le 02 setup environment. On peut tester que les valeurs sont bien là. Echo LFS, c'est juste. Echo LFS target, c'est juste aussi. On est bien sur une machine 64 bits. Donc tout est en ordre. Donc normalement la suite c'est build toolchain qui va en fait tout simplement, si je vous montre le fichier, qui va compiler en fait les paquets dans l'ordre comme ils sont sur le fichier LFS. Donc c'est-à-dire binutils pass 1, gcc pass 1, Linux headers, glibc. Donc moi Linux headers j'ai déjà passé en 4.10, hein, vu que si on va sur kernel.org, on est en 4.10 comme vous le voyez. Hein. Et puis donc je vous montre juste comment ça se passe. Donc vous nano Linux headers, vous passez juste 4. Alors non, je vais pas faire pénétrant. Vous passez 4.9. Alors je fais n'importe quoi, j'appuie le bouton, voilà, vous passez 4.9 en 4.10 et c'est bon. Hein. Ok. Alors non, on n'a rien changé, donc on annule. Alors, vous voyez, si je fais cd package, j'ai déjà compilé binutils pass 1, gcc pass 1, glibc, lib standard cc plus Linux headers. Ça c'est déjà fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'ai aussi donc
j'ai le répertoire MISC où il y a, attendez, je vais agrandir ça, où il y a le fichier LFSMI, donc il y a notre package manager, et je l'ai déjà copié dans USR slash local slash bin. Ça peut aussi être USR bin, c'est pas très important, ou slash bin, c'est comme vous voulez. Vous voyez, il est déjà là. Donc ça c'est déjà fait, mais ça c'était à faire pour qu'on le retrouve. Voilà. Vous voyez, LFSMI, on l'exécute, il est bien là. Alors, il y a aussi donc les fichiers de configuration. Il y a une LFSMI RC pour la toolchain qui définit justement que les répertoires sont dans le répertoire slash tools, donc slash tools qui est un lien symbolique sur alors slash tools qui est un lien symbolique sur mnt lfs slash tools. Vous voyez. Donc cette lfsmi-rc, c'est un fichier qui est dans notre home directory. Donc on fait slash. Il faut que je fasse su lfs, voilà. On fait slash et vous voyez, il est là le fichier .lfsmi. Donc qui est le fichier avec les configurations pour faire la toolchain. Donc comme j'ai dit, la toolchain, j'ai déjà pris de l'avance, donc j'ai déjà des packages qui sont. Alors on va juste. Ouais, tout est bon. Les paramètres sont bien setupés. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris de l'avance. Donc, on fait cd slash mnt slash lfs script, base toolchain. Voilà, on a les packages, ils sont bien là. Donc, tout simplement, plutôt que de tout, normalement, ben, vous lancez build toolchain, ça télécharge les packages, ça fait tout pour vous, ça les installe. Qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on est en partiel? On va dans package et on va installer manuellement. Donc là, ça me permet aussi de vous montrer comment on installe un paquet. Donc c'est tout simplement lfsmi install et le nom du package. Donc il faut aller dans l'ordre, c'est assez important. Hein. Alors, binutil space 1, tac. Alors oui, effectivement, il est déjà installé. C'est ce que j'ai oublié vu que je suis pas parti à 0. Donc vous voyez, binutil space 1 est installé. GCC pass 1 est installé, glibc est installé, standard C++ est installé, Linux headers sont installés. Donc en fait, tout simplement, vu que c'est déjà installé, on peut passer à la suite, on peut build toolchain, et la suite après lib standard C++, c'est binutil space 2. Donc, vous entrez tout simplement après le script le nom du paquet que vous voulez, auquel vous voulez continuer, et ça va reprendre automatiquement, vous voyez, à cet endroit. Donc vous voyez, il prépare les sources, il fait toute la compilation, il fait le package et il l'installe. Donc c'est vraiment tout automatisé. Donc certains diront, ah mais c'est plus une LFS, c'est pas fait à la main, machin. Bah, moi la LFS je l'ai déjà faite à la main. Ça va une fois, mais le problème c'est que si vous ne faites pas qu'un package manager, la maintenance ça devient difficile. C'est difficile de désinstaller un paquet, c'est difficile de mettre à jour. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc ça fait que vous vous retrouvez avec un système qui est statique dans le temps, ou alors que où vous passez ou tous les mois, si vous voulez faire des mises à jour, vous passez 2-3 jours à faire des copier-coller pour réinstaller votre système. Alors que là, avec ces package build, finalement, vous vous retrouvez comme si vous étiez en train de gérer votre propre distribution. Hein. Donc il suffit de mettre à jour les package build. Quand il y a des modifications, on fait des modifications. Quand il y a un patch, on rajoute un patch. Et finalement, c'est un peu, on gère sa propre distribution, on est libre de faire comme on veut. Et le gros avantage, c'est que finalement, il n'y a pas de lourdeur. Hein. Parce que si vous regardez, voilà, vous voyez, c'est un fichier qui fait, en taille humaine, qui fait 37 kilobits. Disons 37 kilobytes, pardon. Donc 37 kilobytes, ça tient sur une disquette sans problème. Donc vraiment,
C'est pas lourd, c'est rapide. Vous voyez, si je fais LFSMI, bon là je suis pas en USAD LFS, donc je passe en USAD parce qu'évidemment il va pas trouver mon fichier d'index. Ouais, vous voyez, slash tools, tac, donc c'est là, c'est le répertoire où on construit la toolchain, var, LFSMI, et puis vous voyez, là vous avez l'index, hein. Donc l'index, il nous fait 648 kilobytes, ce qui n'est pas grand chose, hein. Et vous voyez, c'est facile, donc chaque package a son répertoire. Dans le répertoire, vous avez un répertoire pour la version, et puis là, vous avez la description. Donc vous avez les directories, hein, du package. Donc vous voyez là, vu que c'est les outils, la toolchain, on compile sous ça dans slash tools, hein. Donc si on ls slash tools slash bin, il y aura déjà, bah vous voyez, il y a déjà tous ces outils qui ont été compilés, hein. Donc strip, time zone select, AR pour archive, hein, qui est, par exemple, bah, AR c'est un outil par exemple qui vous permet de décompresser les archives au format .deb, donc de Debian, hein. Voilà, par exemple. Et donc AR fait partie, à mon avis, de binutils. Voilà. Vous voyez, le manuel fonctionne déjà, il n'y a pas de problème, c'est fantastique, hein. Non, d'ailleurs, ça, là, je pense qu'il fait appel au manuel à la Arch Linux. Donc, je vous dis des conneries, hein. Mais vous verrez, une fois qu'on sera passé en change root dans la LFS, les manuels fonctionnent très bien. Alors ensuite, il y a le répertoire files. Comme vous voyez, je suis un vieux de la vieille, j'utilise toujours more au lieu d'utiliser less. Mais bon, moi ça me convient très bien. Donc ça vous met une liste de tous les fichiers. Et puis, vous avez aussi le package build utilisé, qui est bien là, qui est sauvegardé. OK. Et les sh1 sums, ça vous donne tous les checksums pour les fils, pour tous les fichiers, pour être sûr que tout est en ordre. Voilà. Alors, on peut aller voir où c'en est à la compilation. Vous voyez, c'est en train de compiler. À ce que je vois, on est sur GCC. Donc, on est à la passe 2 de GCC, ce qui va prendre un moment. Alors, on va quand même vérifier. Ah ben, vous voyez, avant, j'avais mis seulement le make flags à J5 pour les options de compilation et ça ne prenait pas toutes les corps. Et donc avec le make OPTS, on est bien à 100% d'utilisation CPU sur toutes les corps. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc la modification était bonne. Et à mon avis, les deux ne sont pas redondants. Ça dépend des packages. Soit ils font appel soit à l'un ou à l'autre. Et comme vous voyez, on est bien en march égale native, mtune égale native, O3. Donc il nous passe bien GCC, nous prend bien en compte nos flags d'optimisation. Voilà. Donc comme je vous disais, pourquoi la LFS? Et bien finalement, c'est une manière d'avoir votre propre distribution, votre propre package, vous packagez comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Comme on ne redistribue pas de fichiers binaires, on ne redistribue pas de package. Finalement, au niveau du libre, on n'a aucune obligation, hein. Bon, de toute façon, la chance qu'on soit poursuivi pour quoi que ce soit, elle est quand même assez faible, hein, quand on est dans le domaine de l'open source et de la GPL, du moment qu'on n'est pas en train de faire de l'argent. Mais bon, comme je dis là, dans ce cas, c'est juste des build packages. Il y a que des liens sur les fichiers sources, mais on ne redistribue rien. Donc les licences et tout ça, on s'en fout, hein. Finalement, on est libre de faire comme on veut. Donc voilà, là, ça, avec le 100% d'utilisation du processeur, vous voyez la RAM, ça explose quand même pas mal. On est à 3,3 Go. Donc pour faire une installation comme ça avec un live CD, il faut quand même, je dirais, un minimum de 8 Go de RAM, hein. Si vous avez moins, ça va pas aller entre les compilations, l'ajout des packages sous Arch, donc c'est-à-dire le base level, donc les outils de développement. Si vous voulez un serveur X, le serveur X, l'environnement de bureau et compagnie, à moins de 8 Go de RAM, ça va commencer à être sacrément serré, hein. Mais bon, vous pouvez aussi le faire directement depuis la console, hein. Et un des avantages de le faire avec Arch, je vous dirais, c'est que si vous êtes en Wi-Fi, vous êtes sur un laptop, alors
ouais, évidemment, vous avez l'outil Wi-Fi menu. Bon, vous voyez là, il refuse de starter vu que j'ai pas d'interface Wi-Fi sur cet ordinateur. Mais l'outil Wi-Fi menu, c'est vraiment une manière facile de configurer son Wi-Fi. Bon, même si c'est pas très compliqué de le faire manuellement avec WPA Supplicant, hein. Vous pouvez aller sur la wiki de Arch et puis ici vous donne les explications rapides comment le faire manuellement, hein, vous voyez. Configuration, alors non, c'est pas ça. Ils le font, il y a un endroit où ils disent comment le faire directement en ligne de commande. Où est-ce que c'est? Sans faire un fichier. Voilà, vous voyez, c'est cette petite commande WPA supplicant slash B majuscule I, donc l'interface, donc en général WL01, qui est la première interface wireless de votre ordinateur, C, ouvrir les guillemets, donc votre WPA passphrase MySSID, donc ça c'est l'identifiant du Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter, et le mot de passe, hein. Donc ça c'est si vous êtes évidemment si vous êtes en WPA, hein, et puis pas en web, mais bon, je pense qu'il y a plus grand monde qui est en WEP actuellement. Donc vous faites ça, et donc une fois que WPA Supplicant est initialisé, vous avez qu'à lancer DHCPD sur l'interface, donc WL01, hein, et donc ça va acquérir une adresse IP et vous serez connecté. C'est vraiment super facile. Mais Wi-Fi menu automatise tout ça. Par contre, si vous ne connaissez pas le SSID, mais bon, vous installez depuis la maison, à mon avis, vous connaissez votre l'identifiant réseau vous connaissez déjà votre identifiant réseau, donc vous n'avez pas besoin de scanner, hein. Avec WPA CLI, ça vous sert à rien. Si vous ne connaissez pas l'identifiant Wi-Fi votre réseau à la maison, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça compile tranquillement. Vous voyez, on est déjà sur un TCL. Donc TCL est là. Donc on a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a déjà fait 8 paquets. Et il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, il nous reste 24 paquets plus les paquets supplémentaires qui sont installés ah là là, je sais plus parler, qui sont installés pour LFSMI, donc le package manager. Par contre, en fait, moi j'avais envie de faire euh, une petite modification, c'est-à-dire que il y a le package, alors vous voyez, quand on build la toolchain, patch perl tar, en fait, moi je rajoute nano, rsync, openssl, wget, curl, git, bc, lfsmi et freakroot. Par contre, non, tout ça, alors là, comme vous voyez, c'est les préfixes slash tools. Moi, je vais encore rajouter NSS, qui sont en fait les certificats. Non, c'est pas, c'est CA Certificates, donc c'est les certificats. Parce que qui sont en fait partie de la BLFS, mais qui demandent OpenSSL, Perl et wget. Alors, OpenSSL, Perl et wget. Mais bon, en fait, ça complique un peu. Non, je pense qu'on va laisser comme ça. Ça va très bien. Alors, donc c'est en train de compiler tranquillement. Donc moi, je prends une petite pause. Hein.
là, comme vous voyez, vous pouvez aller voir les packages. Je mettrai un link sur mon repo GitHub avec tous les packages build pour vous, si quelqu'un est intéressé à le faire lui-même, parce que honnêtement, c'était pas mal de boulot à tout mettre à jour, hein. C'était parce que comme vous le voyez, LFSMI c'est repos, c'était pas tout frais, hein. Si ce n'est même, c'était vraiment du vieillot. Il était à la 7.6 système D, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment. Et en plus, lui, il avait une manière, en fait, il nommait le paquet avec la version. Moi, j'ai dit ça, c'est trop compliqué, on se fait chier pour rien. Alors, moi, je l'ai tout simplement, comme vous voyez, moi, je l'ai tout simplement changé à avoir juste le nom du package, hein, et la version est dedans. Moi, je vois pas ce que ça apporte. D'ailleurs, ça, je peux le supprimer, c'est plus d'actualité. Tac, tac, tac. Non, ça c'est bon. Donc vous voyez par exemple au niveau de la toolchain, il était à un bash 4.37. Moi je suis à un bash 4.4. BC 1609. Ah ça n'a même pas changé. Bah, vous voyez, c'est intéressant. Binutils était à 2.24. On est à la 2.27. Bon, en gros, j'ai mis tous les paquets à jour. J'ai fait les modifications nécessaires. Il y a quand même eu pas mal et surtout, j'ai aussi rajouté le répertoire patch. Donc, vous avez par exemple pour Fakeroot, il y a un patch qui silence des erreurs assez désagréables qui sortaient à chaque fois que vous utilisiez Fakeroot. Donc, ça, c'est la plupart des patchs viennent d'Arch Linux, hein, ça je l'avoue, hein, c'est pas moi qui patch, je vais récupérer sur Arch Linux et voilà quoi, je rajoute sur mon repo GitHub. Par exemple pour fond de config, ça c'est un patch pour la glibc 2.25. J'ai vu sur LFS ils ont mis un autre patch en place, mais bon pour moi ça fonctionne bien pour l'instant, donc on va laisser comme ça. Unzip par exemple, il y a des patchs de sécurité, hein. Là, il y en a pas mal du tout. Si vous allez sur, par exemple, vous allez sur Arch. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, comme vous faites justement une LFS comme ça. C'est que vous pouvez un peu comparer les packages entre les différentes distributions, et vous vous rendez compte qu'il y a des distributions qui sont pas mal en retard, d'autres qui sont en avance, et ils patchent pas de la même façon. Parce que ça, par exemple, c'est un paquet. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 patchs de sécurité chez Arch. Donc, pour les gens qui disent que la Arch Linux, c'est une distribution d'amateurs, que c'est n'importe quoi, bah, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est peut-être pas si mal que ça, vu qu'ils ont quand même tous ces patchs de sécurité qui sont appliqués. Et quand vous comparez, une Gentoo c'est pas mal aussi, il y a des patchs de sécurité. Bon après la Debian, le problème que vous avez c'est que c'est finalement des paquets qui sont complètement décrépits. Même en testing c'est pas forcément très à jour. Donc bon je dirais c'est une distribution bien parce qu'il supporte plusieurs architectures, ainsi de suite, il y a plein de packages. Mais finalement une fois que vous maîtrisez un peu et que ben, justement avec une solution comme ça ou avec Arch, avec l'AUR, à mon avis, la Debian, elle a plus beaucoup d'intérêt, hein. Et finalement, une fois que vous connaissez un peu, il suffit d'aller regarder, par exemple pour l'AUR, vous regardez le package build, vous vous rendez vite compte, est-ce qu'il y a un truc louche, est-ce qu'il n'y a pas un truc louche. Et après, plus loin que ça, pour ce qui est de lire le code source, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a ni le temps, ni les compétences pour lire tout le code source de chaque package, pour s'assurer qu'il n'y a pas un exploit ou quelque chose comme ça dedans, hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les joies de l'internet. On essaie de télécharger Perl, mais ça ne vient pas. Alors, Perl. Ah bon, vous voyez, on est quasiment au bout. Voilà. Par contre, il a fait un timeout. Alors, où sont les paquets sources? Où est-ce qu'ils sont listés?
all packages, ils sont bien là. Alors, Perl, on est bien, cpan.org. Ouais, alors c'est juste qu'il fait chier. Alors, comme je l'ai dit, on reprend tout simplement depuis Perl et il retente. Par contre, des fois, il doit avoir un miroir. Ah. Bon, vous voyez sur le FTP de Fedora, hein, donc là je pense qu'on est quand même assez safe, on n'est pas en train de télécharger n'importe quoi. Et à mon avis, ça c'est bel et bien le paquet source. Évidemment, le paquet source n'est pas disponible. 5.16, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Alors non, ben pas de chance. Et ça continue à ne pas fonctionner. On retente une fois, à mon avis. Alors, voilà, this files Perl. Alors 5.24, 1.tar. Et moi je veux du tar. Ah mais c'est FreeBSD. Alors, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, on a un miroir de ces spans. Alors 5.24, 1. Ah mais et en fait il est en tar XZ, donc ça, vous voyez, ça c'est l'occasion de le modifier parce que c'est quand même une compression qui est plus adaptée. Donc je change le paquet, je modifie ici. Alors on garde la jolie mise en page et voilà, c'est fait. On modifie aussi dans le package principal. Bon, on pourrait faire un search and replace, mais bon, des fois on fait les choses manuellement, ça va très bien aussi. Alors, oh, tac, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il va mieux? Ah bah vous voyez, en XZ, il me le prend tout de suite. Comme quoi, des fois, c'est tout con. Alors, je vous mets pas la vidéo de Frédéric Bézi parce que ça va pourrir l'audio. Hein, et ce serait pas très correct pour lui non plus. Même si je pense que à ce stade de cette vidéo, il n'y a plus personne qui va regarder. Hein, mais bon, c'est honnêtement de faire des views, une view, 0 view, 100 views. Je m'en fous quand même pas mal. Hein. C'est pas du tout l'intérêt. C'est plutôt que là j'avais envie de faire cet LFS avec mes scripts pour voir si ça fonctionne bien. Et sur du pas en machine virtuelle. En général, je travaille sur VMware Workstation hein, parce qu'on peut faire VirtualBox. Mais moi j'aime bien VMware. Ça fonctionne bien, c'est facile, c'est aussi plus simple de monter une partition réelle sous VMware. On peut le faire sur VirtualBox, mais il faut passer en ligne de commande. Ouais, c'est un peu, disons, c'est moins sympa. Voilà. Et VMware fonctionne aussi très bien sous Linux. Hein. La version Workstation s'installe sans souci. Et les Open VMware Tools sont assez faciles à compiler. D'ailleurs, si vous voulez faire ça en machine VMware, bon, en passant, on peut toujours mettre changer la résolution manuellement avec Xrender, mais moi je préfère avoir le copier-coller, avoir les dossiers partagés, ainsi de suite. Hein. Et donc avec, vous voyez,
ils sont où? Là, OpenVM Tools, j'ai fait mon build script. On va les chercher directement sur GitHub. Hein. Bon, ça, vous voyez, ça c'est typiquement, ça c'est les trucs que j'avoue, j'ai repris de Arch Linux. Hein. Parce que, comme je disais, le package manager est assez proche de Arch Linux. Et puis, bon, bah, des fois, il suffit d'aller voir chez les autres comment c'est fait pour se débrouiller. C'est la beauté de Linux, du open source, c'est que tout est ouvert à l'inspection. Hein. C'est pas fermé, c'est pas caché. Donc vous voyez, en plus il n'y a pas besoin de faire des modules du noyau parce qu'on peut en fait pour tout ce qui a besoin pour avoir une VMware fonctionnelle, hein, disons une LFS qui fonctionne dans une machine virtuelle VMware, on peut directement tout compiler dans le noyau, c'est déjà inclus. Donc ça c'est vraiment pratique aussi, vous n'avez pas besoin, vous mettez à jour votre noyau, vous gardez la même config, VMware et les outils, les extensions VMware fonctionnent toujours. Alors qu'avec VirtualBox, à chaque fois, vous devez vous faire chier, vous devez recompiler vos saloperies de modules VirtualBox. C'est pas dramatique, hein, je l'ai aussi fait, mais bon. Bah, par contre, j'ai vous voyez, j'ai une VirtualBox. Alors, je la compile pas de source. C'est un package VirtualBox bin. Donc ça, je me suis aussi inspiré, évidemment, du package build de Arch. Voilà, parce que voilà, c'est facile. Donc vous voyez, on l'installe dans /hop, hein, donc OPT qui est le répertoire Linux, on dira pas par défaut, mais qui est un peu le répertoire Linux qui en fait, où on installe les choses binaires, des trucs, disons, des packages de l'extérieur. Hein. Alors, par exemple, pour ce qui est du navigateur, moi, j'aime bien Google Chrome. Hein, voilà, logiciel espion, on s'en fout. Honnêtement, les gens qui parlent de logiciel espion, mais qui ont un téléphone Android, qui utilisent la plateforme Google, Gmail ou YouTube et compagnie, bon, ils me font bien rire. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils utilisent mes données de navigation pour de la pub. Voilà, je m'en fous. J'utilise un bloqueur de publicité de toute façon, donc ça ne m'affecte pas directement. Donc là, vous voyez, on télécharge le package Debian, on extrait le package, on extrait les datas, on installe les icônes et tout le tralala, et donc on a une manière rapide d'avoir un navigateur à jour. Hein. Par contre, j'ai aussi voilà, il y a aussi un package de compilation pour Chromium. Hein. Donc ça, on peut, si on veut s'amuser à compiler Chromium, on peut le faire. Firefox, j'ai aussi un package de compilation, mais je ne sais pas pourquoi il m'a quand même souvent plus poser de problèmes. Hein. Et de toute façon, je suis pas un grand fan de Firefox. Thunderbird est quand même plus pratique, plus à mon goût pour ce qui est de la messagerie. Mais là, de nouveau, plutôt que compiler de sources, eh ben, pour avoir un package à jour facile, eh ben, on télécharge la version binaire. Hein. C'est facile, c'est vite installé, il n'y a pas de problème. Donc, on fait une LFS parce que finalement, moi j'aime bien, c'est sympa. Euh, on configure comme on veut, ça donne de la liberté, mais ça n'empêche pas d'installer un ou deux paquets binaires pour des gros morceaux, parce que voilà, si c'est pour recompiler Google Chrome tous les 3 jours, c'est un petit peu chiant. Hein. Surtout que moi j'aime bien être sur la version bêta et pas forcément la version stable, donc ça évite beaucoup de travail. Voilà. Après, bah, on peut aller voir où c'en est. Ah ben voilà, alors curl, ça a merdé parce que à cause du certificat. Alors, mais le truc bizarre, est-ce que j'ai... Ah, je l'ai enlevé. Alors, on va le faire manuellement. LFSMI build, curl, et puis on met le flag no cert check.
Et voilà, ça télécharge. Donc en fait, on dit à LFSMI de ne pas vérifier le certificat. Ça va être corrigé plus tard, vous inquiétez pas, hein, c'est juste une petite... Et puis là, en fait, plutôt que faire ça comme ça, on a téléchargé le paquet, donc il va le trouver dans les sources, donc on peut reprendre le build script pour pas se fatiguer. Et voilà, vous voyez, on reprend le script. Donc, on arrive au bout, de la construction des outils. Donc vous voyez, bah, c'était pas si long que ça, hein. Et puis j'ai pas forcément une machine, j'ai pas forcément une bête, hein. C'est un i5, une 3570K, il date, on est sous de Livy Bridge et j'ai dû l'acheter quoi, 4 en 2011, quelque chose comme ça. Alors, real estate, tac. Ivy Bridge, quad-core. Oh, ça non. Il est où? 3570K en 2012. Voilà. Donc moi, il me semble, avril 2012, je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter en été 2012. C'est un processeur qui était à la sortie à 225 $, hein. Donc on n'est pas non plus dans des prix complètement farfelus, hein. Surtout de nos jours, à mon avis, ça ne vaut plus grand chose. Si on va sur eBay, i5 3570K, évidemment, ça me sort les prix en batte, ce qui est pas très pratique. Comment je lui dis de changer la monnaie? Ah, il me fait chier. Bon, allons plutôt sur Amazon. Ah bah les prix ont augmenté, hein. Bon, vous voyez 154 $. Bon, ils sont pas 200 $. Ouais, ça n'a pas beaucoup baissé. Il faut aller voir sur un site occasion. Mais bon, voilà, c'est pas un processeur. On est autour de 200 €. C'était pas un processeur complètement hors de prix. Alors voilà, Git a aussi merdé. Évidemment, d'ailleurs, il faut que je modifie ça. Oh. Et là, on va un peu mettre, voilà, faire une mise en page. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ces choses-là, c'est que ça permet un peu de faire des petites mises à jour. Voilà, d'ailleurs on va vérifier la version de Git. Si on est bien la dernière version. Alors Git, et on en est où? On en est où? On en est la dernière version, c'est la 2.11.1, donc ça c'est bien juste. Alors LFSMI, build git, tac. Et puis évidemment j'oublie le no cert check. Ah, là il dit no check certificate, mais en fait la fonction pour le script LFSMI c'est no cert check. Voilà, c'est pas la même chose. Puisque vous ne demandiez pas pourquoi ça ne correspond pas. Alors, vous voyez que la RAM, évidemment, la police est un peu trop grande. Alors, voilà, c'est le plus joli. Il reste, diminue au fur et à mesure, hein. Donc il y a quand même 1,4 Go de cache, mais si on va sur HTOP, vous voyez, on est encore tout bon, on a largement assez de RAM, donc comme je disais, à mon avis avec 8 Go, vous êtes sans problème. Et puis là, alors il traînasse, il m'énerve, ça traînasse
Alors évidemment, vous voyez ça c'est une erreur, c'est quand un paquet a mal téléchargé. En fait, il vous dit qu'il n'arrive pas à l'extraire. Hein, parce que ça c'est un truc qui prend pas en compte, c'est quand un paquet est mal téléchargé. Alors, source, vous voyez, en fait il est là, mais il est merdique, donc il faut l'effacer manuellement pour le refaire. Et là, ça traîne quand même énormément. Hein. Donc ça commence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger avec Firefox. Alors, non, c'est directement, c'est sur Git en fait. Ouais. C'est pas utilitaire. Et pourquoi pub SCM Git. Il faut aller sous le software. On va dire que je suis débile. Ouais, on va le télécharger avec Firefox, comme ça il n'y aura pas d'erreur de certificat. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. On crée une nouvelle tab. Ça va être dans Downloads, mvgit, /tool, /var, /source. Voilà. Et maintenant, on peut reprendre le script à Git. Build toolchain et Git. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, moi, je laisse tourner, je fais une petite pause et je vous dis à tout de suite.